Le problème reste que beaucoup d'universitaires ont refusé l'hypothèse car elle ne présentait pas assez de preuves scientifiques. Ces mêmes universitaires qui décréteront, vous le verrez en fin de vidéo, que tout porte à croire que ce site était religieux sans pour autant apporter eux-mêmes plus de preuves. À mi-chemin entre le Machu Picchu et la ville de Cusco, ancienne capitale inca, une merveille d'ingénierie civile captive et intrigue chercheurs et voyageurs depuis sa première photographie publiée en 1931. Situé sur un haut plateau, l'ancien site inca de Morai comprend de nombreuses dépressions circulaires en terrasse, appelées muyus, dont la plus grande mesure 30 mètres de profondeur. Un spectacle hors du commun, que nous retournerons contempler lors de notre prochain départ pour le Pérou. Pour les plus passionnés d'entre vous, vous avez comme d'habitude les liens et les infos utiles dans la description pour éventuellement rejoindre ce départ. À Morai, la différence de température entre le haut et le bas des cercles peut aller jusqu'à 15 degrés. Et croyez-moi, on la ressent cette différence. Mais quels sont ces mystérieux cercles concentriques? Que signifie-t-il? Était-ce un site religieux? Une station de recherche agricole, des agoras pour événements politiques? On peut lire tout et son contraire sur le sujet. De nombreux travaux ont eu lieu afin de percer les secrets de ce formidable site. Ces derniers révèlent avant tout que pour mieux appréhender Morai, il faut se pencher sur les travaux d'aménagement sous-jacents à la construction du site, ainsi que sur les systèmes de collecte et de distribution d'eau, sans toutefois négliger la géographie et la géologie de la région. Les découvertes terrain ont conduit à tenter de résoudre ce mystère inca qui planait depuis plusieurs dizaines d'années de spéculations qui ont suivi sa découverte. Morai séduira les passionnés d'histoire, les assoiffés de découvertes, les amoureux du beau, mais aussi les profils plus techniques intéressés par les travaux de terrassement, les systèmes d'approvisionnement en eau ou encore l'histoire de l'ingénierie. Les archéologues occidentaux connaissent donc le site de Morai depuis 1931, lorsque le géologue américain Robert Shippey aperçoit des anneaux concentriques lors d'un survol de la vallée sacrée. Les Quechua-Luco, descendants des Incas, et les prêtres catholiques hispanophones de la région connaissent tous depuis longtemps l'existence des muyus de Morai et pensaient alors qu'il s'agissait d'un site cérémonial inca. Ces considérations traditionnelles ont été mises de côté par les archéologues et géologues américains avant qu'ils ne commencent à chercher des preuves matérielles in situ afin de déterminer le but réel de l'étrange lieu. Mais ce n'est que dans les années 70 qu'un physicien australien, John Earls, enregistre une stratification thermique dans les anneaux pouvant aller jusqu'à 15 degrés, entre l'anneau le plus chaud et le plus froid. Il émet alors l'hypothèse que le site pourrait être une station de recherche agricole à ciel ouvert. En effet, les structures en anneaux agiraient de manière à créer une variété de microclimats, chacun distinct par son hydrologie et sa température. Pourtant, attribuer autant de maîtrise et de connaissances aux anciens pose problème à certains. C'est ainsi que ces dernières années, des doutes ont été mis sur le fait que le site de Morai puisse être une expérience agricole. Deux hydrologues américains, Kenneth et Ruth White, pensent que des détails sur le drainage et le sol de Morai rendent peu probable le fait que le site ait été construit pour être irrigué, telle une terre agricole. Ils suggèrent qu'il s'agissait peut-être d'un site cérémonial, après tout, comme l'avait initialement prétendu la population locale. Mais au diable ces incessantes limitations du génie ancien avec les sacro-saintes cérémonies et autres rituels religieux. Cette théorie de laboratoire agricole repose sur l'idée que ces microclimats pourraient être utilisés pour acclimater et reproduire des cultures transférées d'une partie géographique de l'empire inca à une autre. Cela constituerait, en une approche plus centralisée de l'expérimentation des cultures dans les Andes, les agriculteurs aménageant plusieurs petits champs à différentes altitudes pour essayer et sélectionner différentes cultures. La sélection des cultures et l'expérimentation dans les Andes ont produit un grand nombre de variétés de poivrons, de courges ou de maïs au cours des siècles, sans oublier la pomme de terre bien entendu, dont nous retrouvons aujourd'hui plus de 700 variétés au Pérou. Ces variétés sont une source très importante de diversité génétique qui pourrait être utile pour produire de nouvelles variétés en cas d'épidémie, de maladie des cultures ou de changement climatique global. Les empereurs incas régnaient sur un vaste territoire englobant de nombreux climats différents, chacun possédant ses propres cultures et pratiques agricoles.
Les Incas ont déplacé ces cultures au sein de l'Empire afin d'améliorer la variété des aliments et des rendements agricoles. Mais par exemple, obtenir une pomme de terre habituellement domestiquée à une altitude de 1500 mètres nécessite des ajustements afin qu'elle puisse pousser à 3000 mètres. Pour mettre en place ces ajustements, les agriculteurs disposent de deux outils principaux, l'acclimatation et la sélection des variantes génétiques. Choisir à plusieurs reprises les individus les plus vigoureux, et ce pendant plusieurs générations de récoltes, produira des cultures radicalement différentes qui peuvent correctement pousser dans le nouvel environnement. Cette acclimatation fonctionne au niveau épigénétique plutôt qu'au niveau génétique. Les changements se produisent au cours de la vie d'une plante et impliquent un changement, non pas dans les gènes, mais dans la manière dont ces gènes sont régulés et exprimés. Lorsque les cultures sont cultivées à partir de semences à une température, un type de sol ou un niveau d'humidité différent, les plantes ont une chance de s'acclimater au nouvel habitat au cours de leur vie. C'est un processus similaire à la façon dont par exemple les humains à la peau claire bronzent en réponse à la lumière intense du soleil. Il ne s'agit pas d'un changement génétique des hommes, mais bien de la manière dont les gènes sont déployés en réponse à l'environnement. Compte tenu de la topographie de l'Empire tout entier, les Incas étaient confrontés à l'énorme défi de transporter et cultiver ces cultures dans des climats provinciaux très différents. Les Muyus samouraïs peuvent représenter un plan ingénieux pour mettre tout cela en œuvre. Avec ses variations de température, de lumière et d'humidité, le tout dans un espace restreint, Moraï aurait fourni un terrain d'essai idéal pour la reproduction et ou l'acclimatation des cultures. Après y avoir mesuré et enregistré les températures au sol pendant un an, notre monsieur Earls a constaté que les terrasses nord des niveaux supérieurs sont très froides pendant la période du solstice de juin, puis se réchauffent à des vitesses différentes en raison de la position des angles solaires. Dans d'autres terrasses, la géométrie affecte la température au sol en raison des ombres portées par les murs et par les collines adjacentes. C'est ce type de création d'ombre qui a fondé la théorie de Earls basée essentiellement sur l'ensoleillement. Ces méticuleux travaux terrains comprenaient la mesure de la température du sol à une profondeur d'environ 12 à 15 cm sous la surface du sol. Ces relevés de température ont été effectués sur des terrasses sans végétation feuillue qui auraient alors intercepté les rayons du soleil et sans eau d'irrigation qui refroidirait le sol. Cependant, pour certains, les données de Earls ne corroborent pas l'hypothèse de la station de recherche agricole et du centre de contrôle en raison du simple fait que les cultures ont toutes besoin de beaucoup d'eau. Moraï reçoit environ 50 cm de précipitations annuelles. Alors que les 4 niveaux les plus bas de Muyus maintiennent l'humidité au sol et maintiennent ainsi une température relativement constante, les cultures des 5e et plus grandes terrasses auraient nécessité une irrigation artificielle pour maintenir la production et homogénéiser les températures du sol. Le Dr Earls, comme beaucoup de très bons et de grands scientifiques, a proposé une théorie qui semblait raisonnable, et certaines de ces données l'appuyaient. Le problème reste que beaucoup d'universitaires ont refusé l'hypothèse car elle ne présentait pas assez de preuves scientifiques. Ces mêmes universitaires qui décréteront, vous le verrez en fin de vidéo, que tout porte à croire que ce site était religieux sans pour autant apporter eux-mêmes plus de preuves. Mais gardons le cap de l'honnêteté intellectuelle et voyons ce que l'on reproche d'autres aux travaux de l'Australien. L'hypothèse de la recherche agricole pose problème car les preuves recueillies sur le terrain à Moraï indiquent aussi que le site se situe dans une formation calcitique de Maras, réputée pour ses splendides salines que je vous propose de découvrir à présent ensemble dans un petit moment de détente avant de revenir dans le vif du sujet. Donc cette région saline est très riche en calcium et en sulfate, ce qui constituerait une contrainte pour la recherche sur les cultures. Aussi, les Muyus en terrasse ne couvrent que 2,5 à 3 hectares chacun, alors qu'une station de recherche agricole appropriée nécessiterait une superficie estimée entre 20 et 40 hectares. Il reste néanmoins à prouver par les contradicteurs qu'une superficie de 3 hectares par cercle ne suffirait pas à obtenir des résultats agricoles pertinents.
Continuons l'énumération des raisons pour lesquelles l'ingénierie agricole demeure exclue pour certains. Moraï est plutôt isolé. Les passionnés qui me rejoindront lors du prochain voyage, dont vous retrouverez, comme je l'avais dit, les infos dans la description, le verront eux-mêmes. Entre le village le plus proche et Moraï, rien n'indique qu'il existe ou existait un chemin capable de gérer un trafic en provenance et à destination d'un éventuel centre de recherche agricole. De plus, les recherches agricoles des Incas auraient pu être facilement menées sur des milliers de terrasses plus accessibles et situées directement dans la vallée sacrée. Par contre, personne ne semble s'être dit que justement le choix de Moraï a été fait pour obtenir des conditions climatiques et microclimatiques inatteignables dans le reste de la vallée. Nous parlions avant de précipitations. Les précipitations à Moraï pendant les saisons de plantation de septembre et octobre sont en moyenne de 15 à 30 mm seulement, et l'approvisionnement en eau fourni par la source de Moraï au cours de ces mois ne représente que 150 litres par minute. Ces deux facteurs auraient des bénéfices limités sur la recherche agricole. En effet, les Incas auraient dû irriguer artificiellement les cultures de recherche, mais l'ajout d'eau au MUU aurait été contre-productif et aurait exacerbé le problème de stabilité des terrasses. Si Moraï n'était pas une station expérimentale et de contrôle agricole Inca, alors de quoi s'agissait-il ? Pourquoi investir des années de ressources et de travail pour apprivoiser cette zone de la vallée sacrée alors que d'autres terres existaient déjà ? Selon les archéologues, une réponse à ces questions peut émerger de ce que l'on sait sur la culture Inca. Les Incas aimaient l'art de remodeler leur environnement. Au Machu Picchu, à Pisac, à Tipon, à Ollantaytambo et dans la plupart de ce que l'on appelle officiellement des centres cérémoniels, les éléments naturels sont mis en valeur et régularisés via des terrassements. Cela a été fait pour faciliter la culture, mais aussi pour exprimer le pouvoir et la domination sur la terre. Les terrasses Incas de Machu Picchu sont géométriques et droites, alors qu'à Pisac, par exemple, elles forment des courbes pour épouser la colline. Compte tenu des affinités Incas pour les formations de terre, Moraï pourrait être simplement un site où un jour un roi décida d'expérimenter la géométrie circulaire lors de la construction de terrasses. Soit, peut-être, mais cela ne résout pas les variations de température si localisées qu'elles ne sauraient être le fruit du hasard. De nombreuses équipes s'y sont succédées depuis des décennies sans succès. Archéologues, phytotechniciens, géologues, ingénieurs civils, hydrologues et historiens ont effectué des travaux minutieux afin d'analyser les composantes de Moraï et trouver la clé du mystère de ces températures, mais sans succès. Aujourd'hui encore, si l'on s'en remet aux conclusions officielles tirées des études sourcées que vous retrouverez dans la description, les Incas auraient entrepris un effort monumental de remodelage topographique et de terrassement afin de créer un chef-d'œuvre paysagiste, une merveille, car c'est une merveille, ne vous y trompez pas, pouvant être vue du ciel en l'honneur des dieux Incas, car Moraï était tout simplement un site de cérémonie religieuse. Une conclusion qui a un arrière-goût de déjà-vu et qui aura au moins le mérite de laisser planer le mystère sur le site de Moraï.